Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est François Bayrou, président du MoDem et maire de Pau. Merci d'être avec nous ce matin. Pour vous interroger aujourd'hui, à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. François Bayrou, crise agricole. On a vu les agriculteurs sont en colère, ils poursuivent leur blocage. C'est un sujet qui vous tient très à cœur. Tous les gouvernements qui ont précédé celui-là ont une responsabilité, selon Stéphane Le Foll, c'est ce qu'il disait à l'Assemblée nationale hier. Quel est le modèle agricole qui serait adapté, selon vous ? Il faut changer profondément le modèle agricole. Alors c'est extrêmement difficile et compliqué parce que ça entraîne aussi une remise en question des logiques européennes, de la manière dont elles fonctionnent. Alors c'est pas facile à faire, mais c'est vital au sens propre du terme. Parce que pour moi, la politique agricole que nous devons suivre, ses principes doivent être au nombre de deux. Le premier, comme aujourd'hui, fournir aux Français et aux Européens une nourriture de la meilleure qualité possible et du meilleur prix possible, c'est entendu, de la meilleure qualité. Il faut ajouter, il y a aujourd'hui beaucoup d'interrogations sur ce sujet. Et deuxièmement, s'agissant spécifiquement de la France, maintenir un tissu d'agriculteurs suffisamment vivace pour que l'agriculture demeure un élément de l'identité de la société française et de son équilibre. Et ça, il y a beaucoup de pays qui ne cherchent pas ça. Mais c'est possible. Il y a beaucoup de pays qui considèrent que l'agriculture, c'est une industrie de la nourriture. Oui, mais alors Or, justement... ce n'est pas une industrie de la nourriture, c'est un genre de vie. Alors, si vous voulez me dire que c'est difficile, que ça va entraîner des remises en question, peut-être des interrogations européennes, je le crois, c'est vrai, c'est comme ça, mais on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas en rester avec un monde agricole qui a été, au fond, le pilier de la France, le tissu de la France, et qui est aussi profondément désespéré, écœuré, lassé, se détournant de tout parce que simplement ils ne peuvent pas vivre avec le métier qu'on les a entraînés à mais faire, ils ne peuvent ou plutôt pas vivre souvent de la manière dont on les a entraînés à le faire. Ils ne peuvent pas vivre souvent parce qu'ils sont sur de petites exploitations. Alors le modèle à choisir, c'est lequel? C'est un modèle d'exploitation avec des fermes à 1000 vaches, 1500 vaches? Oui, mais vous voyez bien que c'est précisément cela que une grande partie du peuple français rejette. Bien sûr. Et qu'une grande partie des agriculteurs rejettent. Il y a une aspiration à ce que l'agriculture retrouve les équilibres naturels qui étaient les siens. Et cette aspiration, elle passe autour de beaucoup de questions. La lutte contre les phytosanitaires, c'est une manière de dire ça. Et puis le bio, c'est une manière de dire ça. Et puis le bien-être animal, c'est une manière de dire ça. Et les agriculteurs ressentent ces interrogations comme dirigées contre eux, alors que je crois que ce sont des interrogations pour retrouver un modèle agricole qui les fasse vivre et qui maintienne la paysannerie, le lien avec le sol comme une identité. Donc vous nous dites ce matin que nous allons vers quelque chose qui va être très lourd, mais dont je crois qu'il est nécessaire de l'envisager dans toute son ampleur. Donc vous nous dites bien ce matin qu'il s'agit d'un problème structurel et pas tellement conjoncturel. Au fond, vous êtes plutôt indulgente de la part de la gestion de cette crise par le gouvernement actuel. Tous les gouvernements, au travers du temps, depuis des années, n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir que le modèle qu'on leur imposait, en réalité, abandonnait les racines de l'attachement de la France à l'agriculture. C'est-à-dire que c'était un modèle qui était entièrement fondé depuis longtemps sur le fait que le consommateur devait trouver les produits agricoles au plus bas prix possible. Avec de la qualité sans doute, mais au plus bas prix possible. Et le plus bas prix possible, ça veut dire qu'il faut compenser le manque de revenus par des aides directes. Et c'est précisément cela qui nous a conduits dans le mur aujourd'hui. Et alors, sans être entendu comme il aurait fallu, parce qu'on avait l'impression que c'était corporatiste, on a été quelques-uns à dire depuis le début, la question c'est les prix.
Il n'y a aucune raison que cette profession-là et cet engagement-là ne puissent pas vivre en commercialisant les produits qu'il a fait naître. C'est impossible d'avoir à dépendre d'aide, c'est-à-dire, au bout du compte, de la fiscalité qui pèse sur l'ensemble des consommateurs. Car ce qu'on donne d'une main, on le reprend de l'autre. Mais tout ça, ça a été fait pour favoriser une agriculture très, très industrialisée, je vais dire. Et c'est pas le modèle français. Et que nous ayons un modèle agricole différent, eh bien, c'est plutôt un plus pour la France. Et donc, les gouvernements qui vont venir après ce qui va se passer en 2017, ces gouvernements-là ont une lourde responsabilité de compréhension de ce que c'est que l'agriculture comme engagement d'une vie et comme nécessité d'avoir un équilibre économique. En tout cas pour moi qui, comme vous savez, vient de ce monde-là. Ancien producteur de lait. Oui, c'est vrai. De lait. C'est vrai parce que j'ai eu la charge d'une exploitation agricole très très jeune dans les Pyrénées, en Béarn. Et j'en suis fier. Hein, je trouve que c'est extrêmement enrichissant comme expérience. Autre actualité, au menu du Conseil des ministres ce matin, la lutte contre le terrorisme et notamment le prolongement de l'état d'urgence. À vos yeux, est-ce qu'il faut le prolonger au-delà de la fin du mois de février ? Alors, je suis absolument certain qu'il sera prolongé. Parce que tant qu'on n'a pas rénové les instruments, les outils dont nous avons besoin pour lutter contre le terrorisme, l'état d'urgence demeurera. Alors j'espère que dans les 3 mois qui viennent, on aura pris les textes, pris les décisions qui s'imposent pour qu'on puisse sortir de l'état d'urgence comme il se doit dans à peu près... Et pour vous, un état d'urgence qui irait par exemple jusqu'à l'euro, ça ne vous choquerait pas ? Jusqu'à l'euro par exemple ? C'est ce qu'on dit. Je pense que c'est logique, voilà. Enlisement du gouvernement. Non, si je puis ajouter une phrase, il y a beaucoup de débats en ce moment autour des textes qu'on va prendre. On va en parler justement. Oui. Voilà. Oui, enlisement du gouvernement. J'allais venir. Enlisement du gouvernement sur la déchéance de nationalité. Il y a le groupe socialiste à l'Assemblée qui réclame un nouveau texte. Il y a la droite qui est maintenant de plus en plus réfractaire pour voter ce texte. Que pensez-vous d'abord de la gestion hasardeuse du gouvernement ? Ça prend une mauvaise tournure. Il suffit d'observer, de faire les comptes, ce que j'imagine les collaborateurs du gouvernement et du président de la République font, pour s'apercevoir que cette majorité qui paraissait massive, elle devient de plus en plus précaire. Et le gouvernement porte une responsabilité dans cette gestion. Si je puis vous faire une confidence, je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que... est-ce que les libertés individuelles sont menacées ? Est-ce que le droit de la nationalité, dont on a le droit de parler, est-ce qu'il est menacé par ce qui se prépare ? En rien. La question se résume à ce fait que des gens qui ont porté atteinte, qui ont porté le fer et le feu, qui ont tué des enfants dans notre pays, est-ce qu'on peut leur enlever leur carte d'identité ? Franchement... c'est pas la pire punition. Donc vous, si vous étiez parlementaire, vous voteriez sans état d'âme ? Moi, je le voterai. Alors, j'ai bien vu qu'il y avait eu un débat parmi les binationaux sur le sentiment qu'ils sont ciblés. Mais ils sont ciblés en rien. On n'est ciblé que si on est condamné pour terrorisme. Et à des peines lourdes. On voit 10 ans. Franchement, quelqu'un qui est condamné pour terrorisme pour 10 ans, ça n'est pas de lui retirer sa carte d'identité qui est la principale punition. Et ça ne remet pas en question l'attachement que nous avons à juste titre à notre pays et à son équilibre. Donc franchement, je ne comprends pas. Et je comprends encore moins la manière dont le débat est en train de prendre un tour absolument incompréhensible pour le commun des mortels. On a l'impression qu'on se bat sur des représentations fantasmatiques de ce qu'est la réalité du pays. Pour moi, en tout cas, il n'y a là aucune remise en question de ce que nous avons de plus juste et de plus profond. Et pour le reste, pour les autres textes qui viennent, je pense qu'il est du devoir des gouvernants d'aller dans le sens de la sécurité. Franchement, est-ce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un en France qui se sente menacé
dans sa liberté. Beaucoup de gens se sentent menacés dans leur sécurité, mais dans la liberté parce qu'il y aurait une possibilité pour les policiers de faire des perquisitions dans des cas extrêmement précis et limités de menaces d'attentats. Il me semble qu'il y a là quelque chose qui est décalé par rapport au sentiment du pays. Et justement, à cause de ce décalage, la révision constitutionnelle aura du mal à aboutir ? Je pense qu'en effet, il commence à y avoir des menaces sur la révision constitutionnelle. À cause de cette mauvaise gestion, à cause en fait de la guerre interne à gauche. Parce que c'est devenu le prétexte de l'explosion de la guerre interne à gauche. Et François Hollande a sous-estimé justement cette gauche ? Oui, je ne trouve pas que ça soit très professionnel dans la gestion. Ça, c'est vrai. À propos du chômage, François Bayrou, les partenaires sociaux sont au chevet de l'assurance chômage qui est aujourd'hui en déficit. Il y a un mot qui apparemment ne fait plus vraiment peur à personne, c'est le mot dégressivité. Vous dites que c'est une des bonnes idées, qu'il faut y aller ? Bon, alors, c'est pas la panacée. Parce que on a déjà eu la dégressivité en France dans les années 90, sans beaucoup de 2000, résultats d'ailleurs, et on voyait pas de résultats. La vraie question, c'est où est l'incitation pour que les Français qui sont au chômage retrouvent du travail et soient poussés à aller chercher un travail nouveau. Et cette question de l'incitation, elle ne se résume pas à la dégressivité. Les présidents de région étaient reçus hier par Manuel Valls. Ils réclament plus de pouvoir justement pour lutter contre le chômage. Ils ont quand même un gros appétit là. Est-ce qu'on ne touche pas aux limites de la décentralisation en allant jusqu'à demander la régionalisation de Pôle emploi ? Tous les responsables locaux demandent en général plus de pouvoir pour eux. Ils ont le sentiment qu'ils régleraient mieux les choses qu'on ne les réglerait depuis Paris. En tout cas, l'adéquation, comme on dit, c'est-à-dire la correspondance précise entre les offres et les demandes, les offres d'emploi et les demandes d'emploi, la formation de ceux qui doivent l'être. Oui, je pense que ça se gérerait mieux de près que de loin. Le problème, c'est que les régions ne sont plus près. On a fabriqué des régions, pour un certain nombre d'entre elles, qui sont tellement protéiformes, tellement immenses. Songez que la région dans laquelle je vis et dans laquelle est Pau, cette région-là est plus grande que l'Autriche, plusieurs fois plus grande que la Suisse, que la Belgique, que les Pays-Bas, qu'Israël. Enfin, vous voyez bien qu'il y a là quelque chose qui ne correspond plus à la gestion de proximité. Et donc, je pense qu'on s'est gravement trompé. C'est pour moi une des choses à mettre au débit du gouvernement. Avec la politique de l'éducation nationale, on s'est gravement trompé dans la manière dont on a réorganisé, entre guillemets, les régions. On va passer aux primaires, François Bayrou, mais avant cela, on a appris la mise en examen d'Emmanuelle Mignon, l'ancienne directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy sur les sondages commandités par l'Élysée. Quelle est votre position là-dessus ? On parle d'utilité sur certaines dépenses à engager. C'était ça. Je n'ai pas de position. Si vous me demandez le fond de ce que je pense que Madame Mignon est quelqu'un qui est honnête personnellement, et en tout cas de ce que j'en ai vu. Je n'ai pas de position sur le dossier les sondages que les magistrats instruisent. C'est à eux de faire leur travail. Gilles Leclerc. Une question sur les primaires à droite. Vous allez regarder ces primaires ou cette campagne des primaires attentivement, mais en tant qu'observateur, pas acteur. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une contradiction ? Parce que d'un côté, on sait que vous êtes proche d'Alain Juppé. Donc on pourrait imaginer que vous avez envie de l'aider et en même temps, vous ne souhaitez pas que le MoDem participe à cette consultation. C'est bien ça ou c'est plus nuancé ? Il faut dire les choses exactement. D'accord. Nos adhérents qui souhaiteront participer et nos sympathisants qui souhaiteront participer, ils auront tout à fait leur place. Mais je me défie beaucoup du mécanisme des primaires. Je soutiens Alain Juppé, comme vous l'avez dit. S'il est choisi, je l'aiderai, et je l'aiderai à être choisi si je peux. Mais il suffit de regarder les primaires américaines, ce que vous faites sur vos écrans tous les jours, pour regarder à quoi ce mécanisme mène. Ce mécanisme mène à une prime à la surenchère.
C'est un mécanisme qui, comme il est réservé à un camp, et encore à ceux qui se déclarent d'un camp, il y a beaucoup de Français qui ont, d'abord parce qu'ils se sentent pas représentés par une certaine idée de gauche et une certaine idée de droite, ils pensent qu'ils n'ont pas leur place, et surtout, il y a beaucoup de Français qui répugnent à se déclarer dans cette affaire-là. Donc je pense qu'il y aura une participation, mais cette participation, elle est, comme vous voyez, différente du corps électoral. Et ça risque de mener à une prime à la surenchère. Et comment vous pourriez aider Alain Juppé? Vous avez dit, mais pourquoi peut-être que je l'aiderais, enfin, en mettant en valeur ce que je crois être ses qualités personnelles et au fond, les atouts qui seraient les siens pour gouverner ou pour présider le pays différemment. Le succès en librairie. Un des succès ou un des atouts de Alain Juppé pour moi, c'est qu'il n'est pas prisonnier d'un appareil. Je pense que les partis politiques les deux partis politiques qui ont le monopole du gouvernement depuis des années sont aujourd'hui non pas une réponse au problème de la France, mais une partie du problème de la France. Et s'éloigner des appareils politiques, inventer ce que je vais essayer de faire modestement avec mes amis, une forme d'engagement politique nouvelle, pour moi c'est très important. Merci François Bayrou, vous êtes président du MONEM et maire de Pau et vous étiez invité de cette matinale d'info. Ce matin, on passe à l'analyse de vos propos et de l'actualité avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, bonjour. Zoé Cadio du Midi Libre que j'accueillais de l'Indépendant ce matin. Et bonjour Jean-Michel Elvig, ça tombe bien, de la République des Pyrénées. C'est le groupe Sud-Ouest, mais c'est la zone d'influence de François Bayrou. Coïncidence, bien sûr. Une coïncidence, bien sûr. On démarre par ce qu'a dit François Bayrou, si vous voulez bien, sur la crise agricole. Il a parlé de responsabilité de tous les gouvernements qui ont précédé, donc en cela il semble d'accord avec Stéphane Le Foll qui disait la même chose à l'Assemblée nationale hier. Jean-Michel Elvig. Oui, les critiques qu'il peut faire sur le manque de professionnalisme du gouvernement sur d'autres sujets ne sont pas particulièrement applicables à la question agricole, où effectivement il prend beaucoup de recul. L'avantage, c'est que ça donne un sentiment d'avoir une certaine analyse honnête, un diagnostic honnête. L'inconvénient, c'est qu'on ne voit pas exactement comment il ferait pour concilier la production alimentaire et le maintien d'une certaine forme de société. J'ai noté une phrase, enfin un morceau de phrase, parlant d'interrogation européenne ce que pourrait susciter cette demande française, cette exigence française, et j'ai l'impression que ça va dans le sens disons, dans les mois et dans les années à venir, déjà avec la Grande-Bretagne, mais avec beaucoup de remises en question de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. Zoé Cadio, François Bayrou a parlé de maintenir un tissu d'agriculteurs vivace. C'est ça sa solution ? Oui, mais j'espère aussi que ce n'est pas un vœu pieux, parce que comme il le rappelait, l'agriculture a été une grande force de l'économie française, quand tout le monde le sait. Avec un modèle particulier, il a insisté là-dessus. Oui, sur un modèle particulier, et puis il a reçu aussi, d'une certaine manière, il a remis aussi en cause la PAC. Vous savez, quand il a parlé notamment du modèle on était parti dans une course folle, une course à l'échelette, des prix, des productions à bas prix et qui étaient compensées par les aides européennes. Donc c'est une manière aussi de remettre en cause la PAC. Et ce petit tacle vis-à-vis de la PAC, est-ce que c'est bienvenu au moment où justement on est en pleine négociation à ce niveau-là ? Et politiquement, c'est très risqué, non, de laisser déraper les choses, Jean-Michel Elvig. Tous les gouvernements s'y sont piqués, au fond. Oui, bien entendu. Je ne suis pas un spécialiste des questions agricoles, mais il faudrait quand même aussi remarquer qu'il y a des poussées de violence, de désespoir qui sont suscitées par des situations matérielles parfois très difficiles, sinon désespérées. Mais en même temps, tous les agriculteurs ne manifestent pas de cette façon. Ça veut dire qu'il y a aussi une agriculture dans d'autres secteurs, dans d'autres lieux qui marchent. Voilà. Oui. Alors, ce qui est très marrant, c'est que moi non plus, je ne suis pas une spécialiste des questions agricoles, mais on voit aussi que c'est une partie de l'agriculture française qui va mal, parce que toute la partie de l'agriculture bio va bien, mais il y a aussi une autre question aussi qui est remise en cause aujourd'hui, c'est sur les pratiques agricoles, comme on l'a vu encore récemment avec les nombreux reportages sur l'impact des pesticides sur ces productions-là et l'impact sur l'environnement. On passe à la politique avec la déchéance de la nationalité.
Cela prend une mauvaise tournure, déclarait François Bayrou tout à l'heure dans cette matinale. Majorité précaire et le gouvernement porte une responsabilité dans cette gestion, a-t-il dit. Oui, mais ce qui est très marrant aussi, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de voix, même à droite, alors qu'on pensait que la droite allait suivre sur ce dossier de la déchéance de nationalité. Ce qui est très marrant, c'est qu'il exprime ses réserves. Il appuie d'ailleurs sur le fait que les gouvernements, à un moment, il dit les devoirs des gouvernements, c'est d'aller à la sécurité. Et il fait un peu fi des libertés individuelles en disant que ça justifie. Il dit que les gens ne sont pas préoccupés par ça. Que les gens ne sont pas préoccupés par le fait qu'elles soient menacées. Voilà. Je ne suis pas sûre dans la mesure où on voit encore les manifestations qu'il y a eu ce week-end vis-à-vis de ce dossier. Il dit qu'elles ne sont pas menacées. C'est pas la même chose au fond, Jean-Michel. Oui, c'est pas. Enfin, là où il a entièrement raison, c'est que c'est incompréhensible à 99% de la population. C'est vrai que ça prend une mauvaise tournure au plan parlementaire parce que tout le débat s'est condensé sur la gauche, les problèmes intérieurs de la gauche et particulièrement au Parti socialiste. Il reste un tel projet doit avoir l'assentiment d'une large partie de l'opposition, donc doit y avoir du compromis, pas seulement au sein des socialistes, mais aussi avec l'opposition de droite. Et là, c'est mal parti. Oui. On n'a pas beaucoup remarqué. On a une petite phrase de François Fillon disant je ne voterai pas. Oui. Et bon, Fillon, certes, c'est 3% dans les sondages, mais c'est quand même au plan parlementaire, il a une certaine influence. Alors, sur la révision constitutionnelle, il dit, François Bayrou, prétexte de la guerre ouverte à gauche. Oui. Oui, puis il a même dit aussi qu'il n'était pas très, qu'il avait réussi à s'allier, pas à s'allier, excusez-moi, à se mettre à dos justement toute une partie de sa majorité à même, et il dit que c'était pas très fufut, d'une certaine manière. Et qu'elle risque de ne pas aboutir, Jean-Michel Helvig. Oui, d'ailleurs, c'est à se demander si ça serait un tel drame pour François Hollande. Non, mais oui. Cadieux, pardon. Non, mais je voulais revenir aussi sur le fait qu'il avait parlé de Juppé en disant qu'il s'était déclaré pour Juppé. Voilà, j'y venais sur la primaire. Sur la primaire, justement. Bon, il n'aime pas la primaire, visiblement. Il trouve que c'est un prétexte à la surenchère. Ce sont ses déclarations chez nous. C'est pas exact, parce que la radicalité, la radicalité aux États-Unis n'est pas liée aux primaires. Tout le mouvement de cet extrémisme religieux ultra-conservateur, quasi d'extrême droite, n'est pas lié forcément aux primaires. Et on pourrait dire à l'inverse que s'il n'y a pas de primaire, la multiplication des candidatures autoproclamées ferait qu'on serait aussi quand même dans un climat de surenchère. Sur Alain Juppé, vous vouliez dire... Oui, je voulais dire aussi, c'est qu'il disait aussi, c'est qu'il louait le fait qu'il était d'une certaine manière libre et qu'il n'était pas prisonnier d'un appareil politique. Mais Mitterrand a toujours dit qu'une élection présidentielle se gagnait avec un parti à cause des structures qui étaient derrière. Donc il essaye un petit peu de s'émanciper de toutes ces structures-là, mais chacun sait que c'est vital. D'ailleurs, comme on voit un peu Nicolas Sarkozy qui a repris justement avec une certaine habileté les Républicains. Et donc, tout le monde sait que sans parti, c'est impossible de gagner à la présidentielle. Oui, le primaire peut être aussi un moyen pour un candidat de s'affranchir de la tutelle d'un parti. C'était le cas de Hollande, en 2012, avec Aubry qui était à la tête du PS. Il s'est affranchi de la direction actuelle du parti à l'instant T, mais enfin, il s'est quand même appuyé sur les structures du parti pour pouvoir gagner cette présidentielle. Oui, il y a un moment, il faut bien qu'on les affiche. Ça, on est d'accord. François Bayrou, chaque fois insiste sur les qualités personnelles d'Alain Juppé, Jean-Michel Helvig. C'est plutôt un compliment, non? Je sais pas. L'inverse serait inquiétant pour la relation entre les deux hommes. On regarde les unes, celle du Midi Libre, avec une sur le cancer, des progrès importants et des raisons d'espérer, notamment sur 3 des principaux cancers, Zoé Cadio. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a vu, il y a une étude qui vient de sortir justement en disant qu'il y avait des énormes progrès justement dans les traitements, mais aussi dans la détection des cancers, mais aussi dans les traitements thérapeutiques. Et il ne faut pas oublier non plus qu'à Montpellier, il y a un énorme centre cancérologue qui a été mené, et il y a aussi le docteur Chevalier justement qui a été très en amont là-dessus. La République des Pyrénées insiste sur 72 ans d'archives sur Internet. Ça, c'est la modernité de la presse quotidienne régionale, votre journal, Jean-Michel Helvig. Oui, mais il n'y a pas beaucoup, enfin là, encore une fois, je ne veux pas trop m'avancer, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de quotidiens en France qui aient numérisé, parce qu'il s'agit de numérisation, l'ensemble de sa production depuis 1944. On va aller regarder ça de très près, ça doit faire plaisir à François Bayrou dans le journal quotidien. J'espère. Merci à tous, on se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle matinale d'infos de Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. Bonne journée à tous, à demain.